Bienvenue dans Vie de mère, le nouveau podcast qui part à la rencontre des mères de toute la France. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et à mon micro, vous découvrirez à chaque épisode la vie d'un maire pour comprendre ce qui l'a poussé à vouloir s'engager localement au service de ses concitoyens. Nous nous intéresserons ainsi à son parcours personnel et politique, son quotidien et ses préoccupations d'hommes ou de femmes élus. Pour ce premier épisode, je me rends dans le département le plus au sud de la France métropolitaine, les Pyrénées-Orientales, en Occitanie. C'est un jeudi après-midi du mois de mai, mais on se croirait en plein été. J'arrive à Sainte-Marie-la-Mer, un village à la plage de 4700 habitants, comme l'indique le site internet de la mairie. La mairie, qui est située sur la place principale de ce beau village catalan, la place Pierre Reusch, en hommage à l'ancien maire de Sainte-Marie. Sur la place, il y a aussi une église, les dizaines de tables d'une terrasse de café, des jeunes qui jouent au foot et de grands arbres qui les protègent du soleil. Aujourd'hui, je rencontre Edmond Jorda, 46 ans et élu maire de Sainte-Marie depuis 2020. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour le premier épisode de Vie de mère. Merci. Donc, Monsieur Jorda, ma première question, c'est quand vous étiez petit, est-ce que vous rêviez d'être maire, astronaute ou rugbyman ? Rugbyman. forcément joueur de rugby, oui. En plus, je viens d'une grande famille de joueurs de rugby, donc c'était toute notre vie le rugby, hein, voilà, via mon père et puis son frère jumeau aussi. Et par contre, j'ai toujours gardé en mémoire des repas de famille avec des discussions enflammées, extrêmement politisées, que ce soit du côté de la famille de mon père ou de ma mère. Et je dois dire que tout petit, déjà, je lisais le journal, j'écoutais les informations à la télé entre midi et deux, quand je rentrais par exemple de l'école primaire, du collège. Ça m'a toujours plu. Le fait politique m'a toujours passionné en fait. Voilà. C'est quoi les premiers thèmes qui vous ont passionné justement dans le fait politique ? C'était surtout des thèmes historiques. Okay. J'aime beaucoup l'histoire. Je crois que on ne peut pas comprendre en tout cas le monde actuel sans savoir d'où l'on vient. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par l'histoire. Et le premier livre d'histoire qui m'est tombé à part les manuels scolaires, hein, c'était une histoire de Napoléon. Et voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté d'être un gros consommateur de podcasts sur l'histoire, par exemple. Très bien. Et du coup, vous avez grandi ici dans cette région ? Oui, moi je suis né à Perpignan. Voilà, et ma famille, alors du côté de mon père, la famille est originaire d'Elne, et du côté de ma maman, ce sont des pieds noirs, espagnols, catalans du Sud. Ça vous avez quel âge quand vous avez commencé à vous intéresser vraiment à la gestion de la ville, à envisager peut-être même une carrière politique ? Bon, c'est venu quand même très tard. C'est venu tard. J'ai eu la chance, en fait, ça a été... je reprends souvent une phrase de Jacques Dutronc que j'aime beaucoup. Il a dit un jour, je suis arrivé premier à un concours de circonstances. Voilà. Et des fois, je me dis que ma vie, jusqu'à présent, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit public. Donc, j'aimais beaucoup la chose publique. Un peu de sciences politiques, d'ailleurs. Et j'ai eu l'opportunité en fait de commencer ma carrière professionnelle au sein de l'association des maires du département qui recherchait un juriste. Et à partir de là, si vous voulez, j'avais déjà, je pensais, voilà, j'étais déjà très intéressé, je vous l'ai dit, par la chose publique, mais alors là, le virus, je dirais pas de la politique, parce que je voudrais pas que les auditeurs pensent que c'était de la politique dans le sens partisan, mais le virus vraiment de la politique dans le sens de la chose publique, de l'intérêt général, de la possibilité d'être, comment dire, constructif, voilà,
pour changer la vie des gens, etc. Pour tout simplement pour aider à l'intérêt général. Alors là, ce virus-là, effectivement, oui, m'a piqué. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la mairie de Sainte-Marie-la-Mer. Et là, j'étais directeur général des services. Et donc, quand l'ancien maire, mon prédécesseur Pierre Roch, a choisi de passer la main, de façon assez étonnante, il n'a pas pensé à l'un de ses colistiers, mais il a pensé à moi. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à mener la liste aux municipales suivantes à Sainte-Marie-la-Mer. Donc j'ai été élu maire de Sainte-Marie-la-Mer sans opposition. Et comme j'avais laissé, je pense, un très bon souvenir à l'association des maires, et bien les plus anciens sont venus me chercher et m'ont proposé d'être également président de l'association des maires du département. Donc tout ça a été une histoire, vous voyez, de transmission. Et c'est aussi une belle leçon, je crois, pour moi, parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire en permanence, c'est transmettre, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie aujourd'hui d'élu. C'est me dire que en fait, on est aussi, on ne subsiste pas dans ces carrières-là en s'accrochant à tout prix à un fauteuil, mais en transmettant. Et c'est je crois, l'une des définitions de la filiation. Vous voyez ce que je veux dire? La filiation, c'est ça. On se survit grâce à ses enfants. Je crois que c'est un peu pareil. J'ai entendu aussi une interview où vous répondiez à France Bleu Roussillon. Et, vous avez des dossiers alors, sur moi. Et j'avais entendu que vous disiez justement cette notion un peu limite paternelle du rôle de mère, de prendre soin des autres. Et c'est quelque chose... Très honnêtement, j'en parle avec d'autres jeunes mères comme moi. Et en fait, c'est une expérience humaine qui vous transforme. Je le dis avec un peu d'émotion, parce que honnêtement, je ne suis pas le même qu'il y a 3 ans. Et pourtant, je travaillais là à côté du maire, et pourtant, je le voyais au quotidien, et pourtant, on échangeait énormément sur la vie tout court. Mais être maire, ça vous transforme. Je crois que c'est Philippe Séguin qui disait c'est un état en fait en soi qui est tout à fait exceptionnel et qui n'a pas d'équivalent, j'ai envie de dire, parce que on est maire 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bon, vous voyez le parallèle avec un enfant, avec la paternité, ce qui vous concerne, voilà. C'est un peu ça. Quand vous êtes papa, vous l'êtes pour toute la vie et tout le temps. On peut vous appeler à 3 heures du matin, et ben vous allez chercher votre fils, je ne sais où. Voilà. Franchement, c'est un peu pareil. Et puis il y a des personnes qui viennent vous voir parce que vraiment elles ont besoin de vous. Voilà. Et vous vous dites. Et là, vous touchez du doigt, en fait, le fait que, oui, là, vous êtes utile de façon très, très concrète, et vous rentrez de fait dans l'intimité des personnes. Je crois qu'il y a peu de, alors c'est pas un métier d'être maire, mais il y a peu de métiers dans lesquels on rentre comme ça dans l'intimité des personnes et vous avez des gens en face de vous qui attendent vraiment quelque chose de vous. Et vous pouvez, parfois vous pouvez pas, mais parfois, vous pouvez leur donner le petit coup de pouce qui va peut-être leur changer la vie. Et justement, est-ce que ça a été facile aussi au début de s'adapter à peut-être des conflits politiques, à comment... Enfin, vous êtes arrivé plutôt d'un point de vue technique dans les services, dans la collectivité, et ensuite, comment est-ce qu'on passe ce cap de défendre des opinions, de rentrer en opposition avec des concitoyens? Alors, avec mes concitoyens, il n'y a pas vraiment d'opposition, si vous voulez. Alors c'est peut-être un cas particulier. Il y a parfois des différences de point de vue, c'est clair. Mais moi, j'essaie toujours, lorsque je prends une décision, de l'expliquer. Après, on peut ne pas être d'accord, voilà. Mais ça, c'est la démocratie, et c'est la démocratie représentative. Moi, j'ai été élu sur un programme, j'applique mon programme. Ouais, j'essaie d'être le plus droit possible par rapport à ça, tout en s'adaptant. On est obligé de s'adapter. Depuis 2020, on a eu quand même, on a eu le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Voilà, je rentre jamais, si vous voulez, dans des conflits qui pourraient être stériles. Parfois, dans les réseaux sociaux, on a des critiques plus ou moins bienveillantes.
souvent de courageux anonymes. J'essaie de jamais rentrer là-dedans. Jamais. Parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir les gens et leur expliquer le pourquoi du comment. Là où ça a été plus difficile, ça a été à l'échelon intercommunal. Alors là, oui, à l'échelon intercommunal, j'ai touché du doigt l'affrontement politique comme on peut peut-être se l'imaginer dans les foyers. Voilà. Et là, on a du mal parfois à retrouver la boussole de l'intérêt général. Effectivement. Parce que du coup, il y a des intérêts personnels de certains élus, par exemple, qui vont prendre le pas sur... Il y a des ambitions. Je dis pas des intérêts personnels, mais il y a des ambitions. Et puis après, il y a aussi parfois, des intérêts communaux qui s'affrontent. On est dans une concurrence territoriale, qu'on le veuille ou non, y compris au sein de sa propre intercommunalité. Vous voyez ? Et donc, paradoxalement, moi, je le ressens moins au niveau de l'association des maires qu'au niveau de ma propre intercommunalité, où normalement, on est là pour faire avancer ensemble notre territoire. Ça a été un peu plus difficile à assimiler cette dimension-là. Ouais. Et au niveau de votre intercommunalité, donc vous avez un statut particulier, vous êtes dans une commission. Alors moi, je n'ai pas voulu être vice-président de mon intercommunalité, tout simplement parce que je souhaitais être président de l'association des maires du département et que je pensais que je ne pourrais pas accorder assez de temps à cette fonction de vice-président en étant président de l'association des maires. Je crois qu'il faut savoir faire des choix, voilà. Et je pense être plus utile à l'association des maires qu'en étant vice-président de mon intercommunalité. En revanche, j'ai souhaité quand même avoir une délégation qui est très importante pour moi, qui est celle de la gestion du trait de côte. Donc ma commune est une commune balnéaire, touristique, et elle est extrêmement soumise au recul du trait de côte. Et donc tous les ans, on est obligé de recharger les plages en sable et d'essayer de préserver donc la plage, ce qu'il y a aussi derrière la plage. Il y a des enjeux très importants. Il faut porter une vision d'avenir là aussi, s'adapter au changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire, avec quels moyens, etc. Donc moi j'ai souhaité avoir cette délégation-là et j'en suis vraiment très heureux et je m'y sens très bien. Et c'est des sujets qui sont effectivement très importants pour votre commune. Et en tant que maire, est-ce qu'on peut vraiment agir sur ces sujets? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement sur l'adaptation au changement climatique? Moi je crois qu'on peut vraiment... moi je pense que personnellement, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais personnellement je pense que je peux montrer la voie. Et ça m'intéresse. Voilà. Je peux démontrer que ce qui peut-être était envisageable à un certain moment le sera demain. Donc l'est aujourd'hui et sera mis en pratique demain. Alors après, c'est pas porter un jugement de dire ça. Chacun voit par rapport à son territoire, à ses problématiques, à ses moyens, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que trop souvent, on dit que en fait, les élus, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat. Vous voyez, le bout de leur temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est porter une vision d'avenir. Parce que c'est la plus constructive, en fait. Donc, répondre aux problèmes du quotidien, c'est notre job. Mais faire le grand écart et voir loin, c'est aussi notre job, quoi. Voilà. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que je vois ma fonction d'élu. Donc il y a un gros travail, j'imagine, de sensibilisation à faire sur ces questions. Alors il y a d'abord un travail d'assimilation. C'est-à-dire qu'il faut accepter de pas être d'accord tout le temps avec soi-même. Et oui, parce que moi j'apprends énormément au contact des scientifiques, par exemple, sur le trait de côte, sur le fonctionnement des plages, mais ça, vous savez, ça vous tombe pas du ciel. C'est pas parce que vous êtes élu maire ou élu délégué au trait de côte que vous savez quel est le sens des courants marins, combien il y a de mètres cubes de sable qui est parti, combien il en arrive, d'où vient le sable, où il s'en va, etc. Vous l'apprenez, j'ai envie de dire, c'est un mauvais jeu de mots, sur le tas, pas le petit tas de sable. Voilà, donc il faut savoir bien s'entourer. Donc l'ingénierie est très importante. Et on pourra y revenir d'ailleurs parce que c'est une source d'inégalité entre les territoires, entre ceux qui peuvent se payer l'ingénierie et ceux qui ne peuvent pas. Donc premièrement, il faut savoir s'entourer, il faut en avoir les moyens. Deuxièmement, il faut avoir envie d'écouter les gens.
quand ils vous présentent des choses. Donc, se questionner en permanence en se disant, est-ce que je m'étais pas fait une idée finalement fausse de cette problématique-là. Et puis après, il faut emmener avec soi ses collègues, donc être une sorte d'ambassadeur, de missi dominici finalement, de la chose, en essayant de construire une vision commune. C'est pas facile, parce que comme je vous l'ai dit, il y a parfois des problématiques et des situations différentes. Et enfin, jouer son rôle de maire, c'est-à-dire d'élu proche de ses concitoyens, et d'expliquer aux gens en fait ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, et pourquoi on prend certaines décisions, pourquoi on n'en prend pas d'autres. Voilà, parce que parfois, le bon sens est l'ennemi quand même de la bonne décision. Hein? Et vous parliez, justement, vous soulignez quelque chose de très important, c'est la formation des élus. Notamment, quand on parle de sujets scientifiques qui sont extrêmement complexes à s'approprier. Est-ce que vous trouvez que vous avez les outils nécessaires pour faire ça? Et est-ce qu'il faut faire des études pour être maire? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément faire des études pour être maire, mais il faut être de nature curieux. Voilà. Il faut être curieux, ouvert sur les autres, ouvert sur le monde. Sinon, on peut pas être maire enfermé dans son bureau et dans ses certitudes. C'est pas vrai. Voilà. En revanche, ce que vous dites, moi, me fait penser à la question du statut de l'élu. Voilà. Donc, il faut pas de diplôme pour être maire, mais vous avez raison, il faut quand même être un minimum éclairé. Parce qu'il faut que nous soyons des élus, des décideurs éclairés. Alors, c'est le rôle des associations départementales de maires que de former et d'informer les maires. Mais bien entendu, on ne peut pas aller dans tous les domaines. Hein. Les compétences de maire, elles sont immenses. Donc, il faut les moyens, effectivement, de former les maires. Et puis, il faut aussi que les maires, ils en aient le temps. Et là, on arrive à autre chose, c'est-à-dire c'est la question du statut de l'élu. Cette fonction qui n'est pas vraiment un métier, qui est un sacerdoce, qui est indemnisé mais sans être rémunéré, vous voyez ce que je veux dire, et qui donc quand vous le rapportez au temps que vous passez, quand même peut vous mettre en danger d'un point de vue professionnel, sans compter du point de vue familial, personnel, etc. Donc la question du statut d'élu, elle est super importante. Je pense qu'il faut pas avoir honte de toucher des indemnités, parce que les indemnités, c'est ce qui permet d'avoir une vie démocratique justement renouvelée, c'est-à-dire ça permet à tout un chacun de pouvoir se présenter à des élections et de pallier donc ensuite un manque de revenus par ailleurs parce qu'il consacre du temps à sa fonction. Sinon, nous n'aurons que, comme à l'époque du suffrage censitaire, que des notables, des personnes bien installées dans la vie, avec une fortune personnelle qui pourront être maires. Est-ce que la démocratie en sortira grandie? Je ne le pense pas. Donc il faut expliquer ça à nos concitoyens. Il faut pas avoir honte de l'expliquer. Il faut pas avoir honte de dire que nous, effectivement, on doit toucher les indemnités parce qu'on s'investit énormément. Et même, je tiens à le dire, je trouve que nous ne sommes pas suffisamment indemnisés. Voilà. Cet argent, on ne le vole pas. On va pas le prendre dans la poche de quelqu'un d'autre. Quand vous gérez un budget de 13 millions d'euros avec une centaine d'agents, avec des investissements en permanence, avec des responsabilités permanentes, je suis désolé, il n'y a pas de honte à dire qu'effectivement, il faut être correctement indemnisé. Et vous travaillez aujourd'hui à côté de... Oui, moi j'étais obligé de garder une activité professionnelle. Voilà, alors j'ai quand même de la chance parce que j'ai la possibilité de poser des autorisations d'absence. Donc je peux pas aujourd'hui vivre de mes mandats, sans compter que ma fonction de président de l'association des maires, elle est totalement bénévole. Et vous travaillez toujours en tant que DGS Non, je travaille dans un établissement public, dans un centre de gestion. Et j'organise des concours, je m'occupe de l'emploi, voilà. Mais je peux vous dire que je travaille beaucoup. Mais sinon, je ne pourrais pas vivre que de mes indemnités. Or, j'ai une commune qui est quand même très importante. J'ai des responsabilités importantes par ailleurs à la communauté urbaine, à l'association des maires, vous voyez. Mais je pourrais pas en vivre, donc c'est clair. Ou alors j'en vivrais mais avec une baisse de très très importante. Donc j'ai été obligé de me mettre à temps partiel au niveau professionnel pour pouvoir assumer le reste. Voilà. Donc je demande pas à ce qu'on me plaigne,
Mais il faut quand même qu'on se rende compte que ce sont de vrais choix de vie et qui peuvent être pour certains, je ne mets pas dans le lot, qui peuvent être pour certains dangereux. Parce que si vous mettez de côté votre vie professionnelle et que finalement, au bout de 6 ans, vous n'êtes pas élu, ben vous vous retrouvez quand même le bec dans l'eau. Voilà. Donc la démocratie, effectivement, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà. Donc moi, je combats les populismes qui nous expliquent que les élus, presque, ils devraient être bénévoles, etc. Ce sont les mêmes qui, eux, ne sont pas capables de donner 1 heure de leur temps pour les autres. Voilà. Moi, j'ai été bénévole pendant des 10-15 ans, donc je sais ce que c'est de donner du temps. Donc sur cette question de son temps, est-ce que c'est facile du coup pour vous, par exemple, de trouver un juste milieu entre votre vie professionnelle, politique et vie personnelle? Non, clairement, ma vie professionnelle, elle est un peu mise de côté, même si je fais le job pour lequel je suis payé, j'ai aucun problème. Ma vie personnelle, elle est réduite à la portion congrue, on va pas se mentir. Voilà. Je bosse tout le temps, quoi. Ouais. Je bosse tout le temps. On peut pas être amoureux et mère, alors? Si, mais il vous faut quand même une compagne très compréhensive. Et justement, votre compagne, elle vous accompagne dans cette fonction. Qu'est-ce que ça implique d'être là? Alors, j'ai pas de compagne pour le moment, donc ça règle les choses. Ça règle la question du temps, très bien. Mais bon, c'est sûr que celles qui seraient candidates à la fonction de First Lady de Sainte-Marie, il faudrait qu'elles prennent ça en considération. C'est clair. C'est clair. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pensez que vous n'avez pas de conjointe aujourd'hui Non, mais là, on rentre quand même, s'il vous plaît, là, on rentre. Non, j'espère que non. Quoique, peut-être ça me rassurerait en disant, c'est pour ça. Et c'est pas parce que j'ai plein de défauts par ailleurs. Et vous parliez aussi de l'importance de la reconnaissance. Aujourd'hui, on voit que depuis 2020, on a le plus fort taux de démission d'élus dans les mandats municipaux. Est-ce que vous pensez que justement il y a une crise de la reconnaissance ou du travail du maire? Je vous l'ai dit au tout début, le problème, c'est la première des crises, c'est la crise, je veux pas être trop dur dans mes propos, faire certains abus de langage, mais on arrive, je crois, à un désenchantement du processus de décentralisation. La décentralisation, c'était pas à la base une réforme technique, c'était un projet de société. C'était rapprocher la décision du citoyen en donnant plus de pouvoir à leurs élus de proximité que sont les maires. Or, après une phase exponentielle comme ça, il y a eu un effet de balancier inverse. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les maires, entre les injonctions contradictoires de l'État, entre la recentralisation de beaucoup de compétences, entre la délégation de beaucoup de compétences aussi aux intercommunalités. En fait, ils se disent à quoi je sers? Quand vous êtes maire d'une commune rurale, que vous avez un petit budget, que vous voyez vos dotations fondre comme neige au soleil, que finalement pour tout et n'importe quoi, il faut en référer à la communauté de communes. Et que vous avez des gens qui sont là en face de vous et qui sont dans l'insatisfaction, vous aussi vous êtes insatisfait. Et vous vous interrogez sur le sens de votre engagement. Voilà. Donc ça c'est, à mon avis, c'est le désenchantement le plus fort auprès des maires. Après, il y a une société aussi qui est en pleine mutation, avec des personnes qui sont beaucoup plus égocentrées, avec, il faut le dire aussi, beaucoup plus de violence. Et les maires, c'est les premiers au contact de cette violence. C'est les premiers au contact de cette remise en cause de l'autorité. Quand je dis l'autorité, je parle pas de l'autoritarisme. Je parle de ce qui représente en fait le fonctionnement de la société, ses institutions, etc. Et les maires, ils sont en première ligne là. Alors, parfois, quand vous mettez tout ça bout à bout, on en arrive à un ras-le-bol, à un sentiment d'impuissance et d'abandon, et on jette l'éponge, quoi. Voilà. C'est pas évident d'être maire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour mieux protéger les élus?
Oh, moi je crois que là vous voyez, si je peux me permettre, vous prenez pas le problème dans le bon sens. La première des choses à faire, c'est restaurer le respect de l'autorité et des institutions. Premièrement. Et ça, c'est une question de société. Parce que vous savez, des excités, vous en aurez toujours, hein, dans toutes les communes, partout dans le monde, dans toutes les sociétés. Mais je crois que c'est une vraie question de société. Quelle est la place de nos institutions? Quel respect on leur doit? Et du coup, quel respect on doit à leurs représentants? Pour moi, c'est la vraie question centrale. Voilà. Et donc, est-ce que collectivement, on en a envie ou on n'en a pas envie? Si on n'en a pas envie, alors on passe dans un autre type de société. Voilà. Donc d'abord, c'est ça, moi. Ensuite, quand on en arrive à la crise, quand on en arrive au moment où, effectivement, l'élu, il va être pris à partie, alors là, il faut pas le laisser seul. Il faut que, du coup, les institutions, de façon globale, fassent corps. Parce que quand on s'attaque à un maire, on s'attaque à la République dans ce qu'elle a de plus incarné au quotidien. C'est pas rien de s'attaquer à un maire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le premier représentant de la République sur le territoire. C'est fort de sens, à mon avis. C'est fort de sens. Donc à partir de là, il faut que toutes les institutions fassent bloc autour de lui. Et moi, ce que j'attends, ce sont des réponses pénales, rapides et exemplaires. Rapide et exemplaire. Que les gens sachent que ce n'est pas impuni de s'attaquer à un maire. Et quand on parle de violence, je veux dire qu'il n'y a pas que des violences physiques. Il y a aussi des violences psychologiques. Il y a des violences psychologiques contre les familles des élus. Quand vous avez la compagne d'un maire qui se fait insulter tous les jours quand elle va acheter le pain, ce n'est pas acceptable. Elle ne mérite pas ça. Personne ne le mérite d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous avez les deux aspects de ce problème-là des violences envers les élus. C'est des réponses plutôt nationales que locales. Alors oui, moi je crois que, bon, après vous avez les procureurs qui sont dans chaque département, mais il faut qu'on soit accompagné par les gendarmes, qui ne prennent pas par-dessus la jambe, si vous voulez, certains dépôts de plainte ou voilà. Il faut que le procureur de la République aussi instruise systématiquement et qu'il y ait de véritables réponses. Mais il faut que les réponses soient rapides parce que le problème c'est que le maire, il va vivre au quotidien à côté de son agresseur. Au quotidien. Il va le croiser au quotidien dans un petit village, il va le croiser dans la rue au quotidien. Enfin, imaginez-vous, vous êtes agressé par quelqu'un. Le lendemain matin, vous sortez de chez vous, le gars, il est devant la porte, quoi. Voilà, votre femme va le croiser, vos enfants vont le croiser. Il faut tenir compte de cette proximité-là. Mais j'imagine que les maires, en plus, doivent avoir peur de porter plainte, parce que d'un point de vue électoral aussi, ça peut leur porter préjudice. Alors, c'est même pas d'un point de vue électoral. Il y a un chiffre noir, effectivement, de ces violences faites aux maires, parce que les maires, ils veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Et bien souvent, ils se taisent. Parce qu'ils veulent pas rajouter, si vous voulez encore, réalimenter un peu le foyer, quoi. Ouais. Il y a des psys spéciaux pour les maires? Il y en a pas. Il y a quelque chose à créer. Mais à l'association des maires, on parle beaucoup, on échange. On fait pas groupe de parole, mais on échange beaucoup. Ouais. C'est quoi vos autres missions à l'association des maires? À l'association, c'est une institution très importante. Dans le sens où c'est pas un syndicat d'élus. On n'est pas là pour défendre les élus en tant que tels, on est là pour défendre la démocratie locale et la décentralisation. Et donc, on s'occupe de la formation, de l'information des élus pour leur permettre de bien occuper leur mandat, leur fonction. On est aussi représentant des élus dans énormément d'instances, des instances préfectorales,
Vous savez, ça va du comité sécheresse à la commission consultative sur les gens du voyage, à la question du logement des travailleurs saisonniers, à la question de la chasse, de la pêche, du pastoralisme, de la présence de l'ours, que sais-je encore. Vous voyez, c'était très 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 varié. Donc l'association des maires représente les maires dans toutes ces instances-là. Et puis l'association des maires, elle a aussi une dimension d'instance d'écoute, de dialogue, et elle doit être force de proposition pour les problématiques qui intéressent les collectivités, les communes et les intercommunalités aujourd'hui et demain. Dans notre département, pour vous donner quelques exemples, c'est l'association des maires qui a créé le syndicat départemental de traitement des ordures ménagères, qui rend aujourd'hui de très nombreux services. C'est l'association des maires qui a créé le syndicat départemental d'électricité, qui met en esthétique tout le réseau électrique et qui les subventionne. C'est l'association des maires qui a aidé à la création de l'agence d'urbanisme. Vous voyez ? Donc, grâce à notre positionnement qui est géopolitiquement représentatif, j'aime pas le terme d'apolitique, parce que la politique, elle nous traverse à tous, mais géopolitiquement représentatif, l'association des maires peut mettre autour de la table des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes convictions, et les faire travailler ensemble. Voilà. Et du coup, un interlocuteur incontournable pour toutes les personnes qui veulent s'adresser aux communes, aux intercommunautés dans leur ensemble. On travaille main dans la main, par exemple, avec la préfecture, aujourd'hui, sur la question de la ressource en eau. On travaille bien entendu avec le département, surtout sur toute la question de la ruralité. On peut travailler avec la région, on peut travailler avec la Généralitat de Catalogne sur toute la question transfrontalière, la question de l'identité catalane, etc., etc. Donc l'association, elle a vraiment un rôle central. Si elle s'en empare, c'est pas peut-être le cas dans tous les départements. Et je pense sur cette identité catalane, c'est vrai que c'est très fort quand on se promène dans la région. En tant que maire, c'est une fierté, c'est quelque chose que vous essayez de promouvoir? Écoutez, moi, je suis catalan, soc català, de soc et d'arrels, comme on dit, c'est-à-dire de souche et de racines. Mais, si vous voulez, ce qu'il y a de formidable avec l'identité catalane, c'est que, vous le voyez de l'autre côté de la frontière, à Barcelone, c'est que c'est une identité qui est très ouverte, qui n'a jamais eu besoin pour s'affirmer, d'expédients extrémistes. En revanche, moi, je milite pour sortir cette identité-là du folklore. Voilà. Il est très facile de réduire une culture à son folklore. Son folklore, c'est le niveau zéro de la culture pour moi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? C'est son expression la plus pauvre. Non pas que je sois contre le fait de danser la sardane, d'aller supporter nos équipes de rugby avec le drapeau catalan et de faire une cargolade, vous voyez. Mais ça, pour moi, c'est pas ce qui véritablement est constitutif de la culture catalane. Ce sont des représentations de la culture catalane. Moi, je pense que notre identité, qui, je crois, pour nos anciens, a été parfois un peu complexe. Notre identité, elle est une force aujourd'hui. Et notre langue catalane, elle est une force. Pourquoi ? Parce que nous vivons à côté de 11 millions de locuteurs qui sont autour de Barcelone, qui vivent dans l'une des régions les plus riches d'Europe, et qui sont donc, pour nos entreprises, et pour nos enfants aussi, une opportunité incroyable, exceptionnelle. Donc, on n'utilise pas suffisamment ce potentiel économique qui pourrait pourtant nous aider beaucoup dans ce département, qui est quand même en souffrance, qu'on le veuille ou non. Et puis, ensuite, je pense que notre identité, ça c'est quand on regarde vers le sud. Et quand on regarde vers le nord, à l'image des Basques, des Corses, des Bretons, qui sont des amis, notre identité, c'est en fait dans l'Hexagone la seule chose qui nous différencie des autres. Et donc, par rapport au nord, à mon avis, c'est hyper intéressant de développer une identité.
On a comme je dis, à Sainte-Marie, on a la Sainte Trinité, hein. Sur la place du village, on a la mairie, l'église et le café. On a 2 clochers. On a le clocher républicain là, et on a l'église. Donc, je vous disais que notre identité, c'est aussi, à mon avis, une force concernant le Nord. Quand on regarde vers le Nord, donc vers la France, hein, vers l'Hexagone. En fait, vous avez en France d'autres départements qui sont magnifiques, qui ont la mer, qui ont la montagne, qui ont le soleil. Mais en revanche, il n'y en a pas d'autres qui partagent notre identité catalane. Et donc, il faut qu'on capitalise là-dessus. Et il faut que, comme quand on se rend au Pays Basque, par exemple, eh bien, quand on arrive à Sals-le-Château, qui est notre frontière, eh bien, on se dise, ah oui, là, j'arrive dans un territoire particulier, d'exception, et qui a une forte identité. Et donc, pas une identité qui exclut, pas une identité qui n'accueille pas, au contraire, une identité qui est forte parce qu'elle est sûre de sa force et qui du coup accueille avec plaisir toutes les personnes qui aiment la culture catalane et qui veulent quelque part devenir un peu catalans. Parce que vous savez, depuis cette année, nous proposons des cours de catalan à l'école primaire, mais ce sont des gens qui sont venus s'installer ici, des gens du Nord, comme on dit chez nous, qui m'ont demandé à ce qu'on mette les cours de catalan à l'école pour leurs enfants. Ils m'ont dit, nous on est venus parce qu'ici il y a une identité particulière. On veut que nos enfants ce soient de petits catalans. Donc il faut pas avoir de complexe par rapport à ça, et il faut l'utiliser de façon très constructive pour se dire, c'est une force pour notre territoire. N'en ayons pas honte, au contraire, soyons fiers de cette force-là et utilisons-la à bon escient pour nous démarquer et pour créer de la richesse. Et vous verrez que si les parents se disent, mon fils, ma fille, grâce au catalan, elle va trouver du boulot, elle va trouver une entreprise, elle va découvrir un autre territoire, etc. Parce que on parle catalan quand même à Majorque, on parle au Baléares, on parle catalan même jusqu'en Sardaigne, voilà. Eh bien, vous allez voir que c'est par là, ils vont dire aux institutions, on veut qu'il y ait des cours en catalan, on veut qu'ils parlent catalan. Et du coup, la culture elle se transmettra par la langue. Voilà. Plus que par le folklore. Pour revenir un peu sur les défis de votre territoire, vous avez parlé du changement climatique, du trait de côte. Est-ce que vous voulez revenir un peu plus nous expliquer ces défis-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres en particulier que rencontre votre ville et qui sont importants? On a un défi depuis de nombreuses années, c'est celui de la gestion des risques naturels, et en particulier du risque inondation. Donc ça, on se rend compte que c'est totalement transversal dans la gestion de la cité. C'est transversal pourquoi ? Parce que d'abord, il faut protéger les gens. Donc il faut bien entendu prendre les bonnes décisions en termes d'urbanisme. Et d'ailleurs, nous sommes contraints par un plan de prévention des risques, le PPR inondation, qui nous place en fin d'urbanisation. PPR, vous pouvez expliquer? Plan de prévention du risque inondation, okay. Qui est un schéma, si vous voulez, qui est adopté par le préfet et pas par le maire, en concertation avec la commune, mais in fine, c'est le préfet qui décide, et qui va vous dire, bien avant le zéro artificialisation nette, le ZAN, qui va dire, écoutez, là vous êtes en fin d'urbanisation parce qu'on ne va pas mettre de nouvelles populations en danger sur votre territoire. Donc moi j'ai la commune la plus inondable de la plaine du Roussillon. Donc ça fait 15 ans que nous sommes en fin d'urbanisation. Ça signifie concrètement que le foncier est rare et que, selon une loi immuable, ce qui est rare est cher. Donc qu'est-ce qui se passe ? On est en train de spécialiser, d'un point de vue sociologique, les nouveaux arrivants. On a plutôt des personnes retraitées, soit avec de bons revenus, soit avec de petits revenus, mais qui s'installent dans des résidences secondaires qui sont mal isolées, tout électriques, donc c'est un peu la double peine pour ces gens-là. Donc on a un gros défi, qui est celui de l'accueil de ces populations, qui ont des attentes différentes, mais aussi celui de conserver une population qui est sociologiquement mixte, avec nos jeunes Sainte-Marinois qui, aujourd'hui, malheureusement, pour certains, parce qu'ils ne trouvent pas à se loger, partent ailleurs. Et donc, moi, je ferme des classes. Or, un maire, lui, il a envie d'avoir une commune avec tous les types de population et que tout ça fasse société. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, soit on laisse faire, et
je sais pas, moi, dans 10 ans, peut-être il y aura plus que 4 classes à Sainte-Marie-la-Mer, hein, et peut-être avec certains services au public qui n'existeront plus. Une commune qui se dévitalise, qui peut pas accueillir de nouvelles populations, qui peut pas accueillir de nouvelles activités aussi, parce que il faut aussi que pour les personnes, que pour que nos habitants vivent bien, il faut aussi qu'ils puissent travailler ici, il faut aussi qu'ils puissent trouver des services, etc. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une politique foncière dans l'anticipation qui nous permette d'avoir plus de maîtrise et de rendre accessible ce foncier à des personnes qui n'auraient pas les moyens normalement de venir vivre à Sainte-Marie-la-Mer. Vous voyez ? Donc ça, c'est hyper important. Avant, j'ai envie de dire, presque de parler du problème de la plage qui s'en va, quoi, du sable qui s'en va. C'est quel type de commune, de petites sociétés on va avoir à Sainte-Marie. Et vous sentez que vos concitoyens, ils ont envie de cette mixité, justement ? Ah oui, franchement, mes concitoyens, ils ont envie de garder une commune familiale. Donc, ils sont rassurés de savoir que finalement, on va pas accueillir beaucoup plus de population. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est pas mal de cette contrainte, on en a fait une force finalement. Et ça nous permet de travailler sur une enveloppe urbaine quasiment terminée et de travailler beaucoup dans la qualité et dans les détails. Je crois que vous êtes allé vous promener tout à l'heure sur la place du village. Vous avez vu que c'est quand même un beau petit coin de France. Hein, voilà. Voilà. Donc souvent on me dit à Sainte-Marie, c'est un petit paradis. Bon, c'est bien. Mais il faut pas non plus qu'on soit en vitrine, qu'on soit mis sous cloche. Vous voyez, qu'on soit juste là pour la carte postale. Voilà. Donc, mes concitoyens, je leur explique. Je leur dis, effectivement, faut pas grossir. Donc, on a le PPR, finalement, qui nous protège, entre guillemets, par rapport à ça. Mais il faut aussi qu'on puisse se développer. Et il faut que nos jeunes, ils puissent trouver à se loger dans notre commune également. Voilà. Donc, je leur explique ça. Et d'ailleurs, pendant la campagne électorale, alors que, finalement, si vous regardez les résultats aux scrutins nationaux, ce serait pas tout à fait la tendance. Ben, moi, j'ai assumé totalement le fait de construire des logements sociaux. Totalement. En disant, il en faut des logements sociaux. Parce que dans un parcours de vie, parfois, il faut passer par un logement social. Bon, mes parents, ils ont fait ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir tendre la main aussi à des gens en période difficile, parfois dans leur vie. Et puis il y a des personnes qui sont plutôt en fin de vie et qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'on doit aussi loger. Vous voyez, enfin bon. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, outre le fait d'apporter des logements locatifs sociaux, moi, ce que je veux, c'est aider les gens, les jeunes d'ici, à accéder à la propriété dans leur commune. C'est ça qui est important. C'est pas les garder dans cette sorte de précarité, vous voyez, locative. Moi, ce que je veux, c'est leur tendre la main et les accompagner dans un parcours de vie pour qu'ils puissent être propriétaires dans leur village. Voilà. Comme l'ont été leurs parents, leurs grands-parents et peut-être certains leurs arrière-grands-parents. C'est hyper important. Autre chose, c'est que pour moi, tous les nouveaux Sainte-Marinois sont les bienvenus. Tous. Je fais pas de distinction. Vous l'avez peut-être entendu à mon accent, moi je suis originaire d'ici, je suis catalan. Nous, on a une identité qui est forte parce qu'elle est ouverte. Tout le monde est le bienvenu. Moi, quelqu'un qui vient dans mon bureau pour me demander quelque chose, qui soit là depuis 10 ans ou 10 jours, c'est pareil. Voilà, il fait partie de la grande famille. À partir du moment où, bien entendu, de son côté, il fait aussi l'effort pour participer à tout ce que l'on propose. Voilà, parce qu'on propose beaucoup de choses. Et quand il y avait vraiment cette notion de dialogue dans tout ce que vous dites par rapport au rôle du maire, comment est-ce qu'on fait pour créer ce lien? Par quels moyens est-ce que vous vous adressez? Comment vous expliquez à vos concitoyens tout ce dont vous avez parlé? Là, il faut utiliser tous les canaux disponibles. On a bien entendu le bulletin municipal, on a la réunion publique. Là, on est en train de faire un ensemble de 6 réunions publiques. Hein. On a divisé la commune en 6 quartiers et donc on passe 2 heures et demie à expliquer ce qu'on a fait sur les 3 dernières années, à expliquer ce qu'on va faire sur les 3 prochaines et puis à les écouter aussi. À les écouter, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui va pas, comment on peut régler, etc. Et puis, vous avez les vœux.
il veut la population, on peut faire passer des messages. Il y a plein de moments comme ça, formalisés de rencontres. Mais il y a autre chose aussi. Il faut tout simplement sortir dans la rue. Moi, venez le samedi matin, vous allez me trouver là, je vais au marché à la plage acheter mes légumes, je viens ici boire un café, parfois même l'apéro. Non mais, vous voulez voir le maire, vous savez, vous pouvez le trouver. Hein. Et il m'arrive très souvent, à ces moments-là, qui sont toujours très conviviaux, je tiens à le dire, très respectueux, d'expliquer les choses. Or, des fois, on utilise un peu l'humour. Faut faire passer certains messages. Des fois, on est plus ferme, etc. Mais ce lien, ce dialogue, il doit pas vraiment connaître de frontières, si vous voulez. Il y a pas de limite, quoi. Voilà. Quand je croise quelqu'un, quand je vais à la pharmacie, on me dit, monsieur le maire, mais tous les maires vous diront ça. Bon, je sais que c'est pas le moment, je veux pas vous embêter, mais je voulais vous dire quand même. Voilà. Et on y va. Et on parle, et on répond. Est-ce que vous osez sortir acheter votre baguette en pyjama le matin? Ah, jamais en pyjama. Mais même quand j'étais pas maire. Hein. La seule chose où je n'accepte pas comme interrompre, c'est pendant mon footing. Voilà. Le footing dominical, je cours. Voilà. Là, il faut pas m'interrompre, il faut pas m'embêter. Parce que sinon, là, c'est pas possible, quoi. Il y a plus aucun bénéfice. Le régiment se réveille. Vous avez parlé au début du fait que la politique, pour vous, il y avait un sens noble dans le sens de s'occuper de ses concitoyens, de la gestion de la ville, tout le lien avec le père dont on en parlait. Et vous avez tout de suite dit, ça doit pas être partisan, du moins d'un point de vue local. Est-ce que être affilié à un parti national, pour vous, ça a une importance quand on est maire? Quelle incidence ça peut avoir? Est-ce que vous êtes encarté, par exemple? Non, je suis pas encarté. Non, ce que je voulais dire, c'est pas que ça devait pas être partisan dans le sens où je crois que dans tous nos conseils municipaux, mais y compris chez mes collègues qui sont encartés, vous avez des gens de toute sensibilité. Voilà, vraiment. Et ça, je crois que c'est important parce qu'il faut être quand même représentatif de la population. Hein. Y compris des gens qui n'ont pas voté pour vous, c'est pour ça qu'il y a une minorité, etc. Bon, c'est très bien, mais il faut être le maire de tous ses habitants. Moi, je disais partisan dans le sens plutôt de sectaire. Vous voyez? Je crois que c'est bon d'avoir des convictions. Il faut pas penser qu'un maire, c'est un filet d'eau tiède en termes de convictions. Moi, j'ai des convictions, quoi. Hein, voilà. Hein. C'est bon d'avoir des convictions. Mais ces convictions-là, finalement, je crois que elles s'appliquent beaucoup à la vision que vous avez de votre commune, plus qu'à les 3/4 de la gestion quotidienne. Voilà. Pour parler de façon plus prosaïque, quand vous devez refaire une rue, la rue elle est ni de gauche ni de droite ni du centre, il faut la refaire. Hein, vous voyez. En revanche, vous pouvez avoir des convictions sur comment vous allez refaire la rue, avec est-ce que vous allez prévoir la dimension environnementale, et ça transcende aussi heureusement les partis politiques. Vous pouvez avoir des convictions sur la place que vous allez donner au commerce parce que vous pensez que voilà, enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça, et là c'est très nuancé, c'est très nuancé. Il y a des choses qui peuvent, chez certains maires, que vous allez étiqueter d'un certain bord, il y a des décisions qui vont fortement vous surprendre, qui seront de l'autre bord. Parce que les maires, ils sont capables de gérer tout ça, en fait, voilà. Après, pour revenir sur votre question concernant le fait d'être encarté, moi, pour le moment, j'ai pas ressenti ce besoin. Non, j'ai pas ressenti ce besoin-là, voilà. Après, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il faudrait une personnalité politique forte pour m'inciter à m'encarter, vous voyez. Peut-être que je suis aussi comme certains de nos concitoyens, que dans les partis politiques aujourd'hui, je trouve pas une représentation correcte de ce que je pense. Bon,
Je sais pas, mais je crois que les maires, de façon générale, ils se posent pas ces questions, quoi. Voilà, ils se posent pas ces questions. Mais les partis politiques ont un rôle très important à jouer dans notre démocratie, et je voudrais pas non plus qu'on pense que c'est péjoratif d'être encarté et de faire partie d'un parti politique, parce que ils ont toujours eu, ils auront, malgré la désaffection actuelle, ils auront un rôle à jouer dans notre vie démocratique, j'en suis persuadé. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez eu un très fort taux de participation aux élections présidentielles à Sainte-Marie. Est-ce que ça c'est aussi dû à des politiques locales? Est-ce que vous avez des moyens d'action pour réparer un peu cette crise civique qu'on observe en tant que maire? Ça aussi, vous savez, c'est un peu une école de l'humilité, hein. Je crois qu'il est fini le temps, vous savez, des petites baronnies où certains élus expliquaient à leurs concitoyens ce qu'ils devaient voter, comment, pourquoi, etc. J'y crois plus trop, ça. Et mes collègues me disent la même chose. Vous avez des territoires qui, sociologiquement, sont plutôt d'un bord, plutôt de l'autre, pour tout un tas de raisons. Et je crois qu'aujourd'hui, ça suffit à provoquer la décision chez les gens, quoi. Je crois plus vraiment au fait que voilà, le maire dise ah ben vous devez voter pour tel candidat parce que vous comprenez, c'est mon parti. Voilà, les gens, je crois, n'adhèrent plus à ça. En revanche, je pense qu'ils maîtrisent peut-être pas tous les tenants et les aboutissants du jeu politique national. Voilà. Je crois qu'il y a eu une perte enfin, il faudrait peut-être parfois reparler un peu d'instruction civique. Vous voyez ce que je veux dire? Et sciences politiques. Voilà. À quoi sert un député? S'il est de la majorité ou de l'opposition, quel est son positionnement dans le cadre de nos institutions de la Ve République? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre de lui? Il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'ai l'impression que parfois, il y a plus des votes par réaction que par réflexion. Ça vous arrive d'avoir des débats politiques nationaux avec vos concitoyens? Très peu. C'est quelque chose que vous évitez? Honnêtement, je suis pas hyper à l'aise avec ça, parce que je sais que c'est très clivant, et que moi, mon rôle, à mon avis, c'est plutôt de rassembler que de cliver. Voilà. Donc c'est vrai que je suis pas, je le dis très honnêtement, hein, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais bon, vous l'avez dit, je suis pas encarté, j'ai ma propre opinion, si on me la demande, je peux la donner, j'ai pas peur, si vous voulez, mais je suis pas là pour rentrer, par exemple, dans un débat sur la réforme des retraites, vous voyez, ou sur voilà, l'immigration, etc. Je crois vraiment, moi, je veux vraiment me concentrer sur mon rôle de maire. Mon rôle de maire, c'est le quotidien de mes concitoyens, comment je peux leur être utile et comment je peux faire avancer ma commune. Après, je m'échappe pas, hein, si on me pose la question, mais je vais pas provoquer le débat, si vous voulez. En revanche, là où je peux débattre, c'est sur les grands enjeux de notre département. Parce que ma commune, elle est dans un département, elle est dans une région même. Et là, avec grand plaisir. Voilà. Déjà, ce sont des choses que je maîtrise un peu plus. Parce que je crois qu'il y a bien des thèmes que même nos grands élus ne maîtrisent pas, même s'ils veulent légiférer dessus. Donc, au moins, ça, je le maîtrise. J'en ai une idée bien précise. Et à la limite, je peux même avoir un peu d'influence dessus. Est-ce que c'est facile, justement, en tant que maire, d'avoir une influence sur les politiques départementales ou régionales? C'est comme tout, c'est un jeu de pouvoir. Voilà. C'est un jeu de pouvoir, ça dépend quel est votre positionnement. Il y a un peu d'injustice par rapport à ça, parce que forcément, si vous êtes le maire d'une commune importante dans le sens de la population, hein, pour moi,
toutes les communes sont importantes, elles ont toutes leur rôle à jouer dans notre département et dans notre pays, bien entendu. Alors si vous êtes le maire d'une commune très peuplée, très touristique, ou qui a une position particulière, alors forcément, vous allez plus peser dans les décisions locales. Si vous faites partie d'une majorité, alors forcément, vous allez certainement être plus écouté. Voilà. Ça dépend. Ça dépend vraiment de votre stature, j'ai envie de dire, de votre commune. Et je vous dis, c'est assez injuste parce que il y a par exemple la ruralité. La ruralité, c'est tout un ensemble de communes, mais la ruralité, il faut l'écouter. La ruralité, c'est plein de communes peu peuplées, mais c'est un territoire immense et qui lui aussi a le droit de vivre et qui lui aussi a le droit d'avoir des ambitions qui sont pas les ambitions de l'urbain, qui sont pas les ambitions du littoral, mais qui sont des ambitions qui sont aussi légitimes. Voilà. Est-ce que vous voyez, donc vous disiez que vous avez une grande famille de rugbymen, est-ce que vous voyez un lien entre le sport, le rugby et votre fonction de maire? Ah, totalement. Ouais. Mais je pense que si j'avais été musicien, je vous dirais totalement aussi. Je sais pas. Moi, je crois que le rugby m'a préparé d'abord à savoir vivre en groupe. C'est important la vie de groupe, hein, dans un sport collectif. Hein. J'ai jamais fait de sport individuel, mais un sport collectif, ça m'a préparé à ça. Ensuite, ça m'a aidé à m'affirmer. Et à m'affirmer un peu comme un meneur, hein, parce que j'avais un poste, donc je jouais demi-mêlée ou demi-ouverture, un poste où on dit aux autres grosso modo ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, etc. Ça n'empêche que parfois les autres ils vous engueulent parce qu'ils vous disent là vous allez faire des conneries. Ouais. Et puis je crois que ça a été aussi une école du courage, dans le sens où il faut répondre qu'à un moment donné, il faut répondre présent, quoi. Voilà. Il y a de l'adversité en face, il faut y répondre et il faut trouver les moyens de la combattre, de la contourner et d'être parfois le plus intelligent, parce que le rugby c'est pas qu'un sport de contact, c'est un sport d'évitement aussi. Voilà. Donc tout ça, outre vous savez ce qu'on dit sur les valeurs du rugby, etc., qui est vrai, mais qui un peu parfois fait partie de la légende. Tout ça, je pense que ça a contribué à faire de moi l'élu que je suis aujourd'hui. Et vous revenez beaucoup sur cette notion de collectif, alors souvent on imagine que le maire, enfin, il est un peu seul dans la solitude de son bureau, de dossiers. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal parce que, effectivement, le maire, à la fin de la journée, il est seul. Quand il rentre chez lui, il est seul avec ses problèmes, ses dossiers, ses angoisses, parfois ses rêves aussi, hein. Voilà, je vous dis, hein, je veux pas qu'on fasse un portrait qui montrerait que les problèmes, etc. On fait ça parce qu'on s'épanouit aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'il est seul. Quand on parle à nos concitoyens, ils vous disent souvent, mais moi, c'est vous que j'ai élu. J'ai lu la liste Jorda. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le maire que je veux voir. Je veux voir le maire. C'est lui qui décide, etc. Mais seul, on ne fait rien non plus. On ne fait rien. Donc l'équipe, elle est hyper importante, quoi. Et l'équipe, il faut qu'elle soit complémentaire. Vous voyez, donc par exemple, moi je suis un jeune actif, je suis heureux d'avoir un premier adjoint qui lui est retraité et peut être là tous les jours au contact des gens sur le terrain, régler pas mal de problèmes. Vous voyez, tout ça, c'est aussi une question de complémentarité. Voilà, mais j'ai des compétences dans l'équipe, des compétences que moi je n'ai pas personnellement. Donc chacun a un rôle à jouer, mais c'est vrai qu'au bout du bout, c'est le maire. Et justement, vous parlez de l'importance de sentir qu'on a du pouvoir en être maire, enfin, du moins de laisser sa trace. Quelle trace vous aimeriez laisser à cette mairie? Oh, il faut être très très modeste, très humble, je crois. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut pas penser il faut pas faire ça, je pense, pour la postérité. Je le crois pas. Parce que si vous le faites pour la postérité, ça marchera pas. Vous le faites pas pour les bonnes raisons. Voilà. Moi, écoutez, j'espère qu'on pensera à moi comme un bon maire. Voilà. Quelqu'un qui a toujours été à l'écoute. Et puis qui a fait
des choses bien, tout simplement, des choses bien pour ses concitoyens et pour la commune. Et c'est vrai que je me dis, mais comme je pense à mon prédécesseur, vous voyez, parfois, je passe à un certain endroit, je sais que c'est lui qui l'a imaginé, c'est lui qui l'a fait faire, etc. Il n'y a pas besoin d'y avoir son nom dessus, ouais, sur une plaque, mais on pense à lui, on dit tiens, ben là il a participé à embellir ce village, il a amélioré la vie du voisinage des gens, etc. Il a apporté une plus-value. Et en fait, et ce que j'espère aussi, c'est que mes successeurs, ben ils feront de même. Voilà. Une commune, c'est une construction qui ne s'arrête jamais, en fait. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le plus difficile, le plus agréable et le plus ennuyeux à vivre en étant maire? Le plus difficile, c'est de prendre du recul et de ne pas prendre les critiques d'un point de vue trop personnel. Voilà. Ça, c'est difficile parce qu'on y met tellement de sa personne dans ce qu'on fait. Si on n'est pas sincère, ça fonctionne pas. Que quand il y a une critique qui parfois peut être tout à fait légitime, pertinente, etc., on le prend de façon très personnelle, on le prend à cœur et ça vous bouffe. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus difficile. Ensuite, vous avez le plus agréable. Le plus agréable. Ah, le plus agréable, vous savez, c'est quand les gens ils viennent vous voir, ils vous sourient, ils vous disent, voilà, monsieur le maire, merci. Je tiens à vous, moi, ça m'est arrivé là, lundi dernier, là, on avait une fête très importante, la fête de l'artichaut à Sainte-Marthe. Et il y a des gens que je connaissais pas du tout, 2-3 fois qui m'ont arrêté en me disant, vous savez, on se connaît pas, mais on vient à Sainte-Marie, on se régale, on est heureux, vous faites du bon boulot, continuez comme ça, wow, c'est formidable, quoi, hein. Voilà. Ce que j'ai pas encore connu, parce qu'il y a eu quand même 2 années de Covid, et voilà, c'est la joie de voir quand même une grande réalisation sortir de terre. Ça va pas tarder, je vous rassure, hein, mais j'ai pas encore vraiment connu ça, vous voyez, voilà. Mais je crois que ça doit être aussi sympa. Et puis le plus ennuyeux, honnêtement, c'est les réunions qui n'en finissent pas, qui ne servent à rien. Il faut quand même le dire, quoi. Voilà, c'est pénible, hein, avec parfois certains participants qui s'écoutent parler, quoi. Voilà. Comme j'ai peu de temps disponible, j'aime bien qu'on aille à l'essentiel. Et en tant que maire, justement, vous ne pouvez pas changer le fonctionnement pour pas qu'il y ait de discussions stériles? Ah, moi, à la mairie, je suis patron. je fais, non, mais en même temps, ce que je dis, c'est pas tout à fait sympa, parce que il faut aussi accepter que vos interlocuteurs s'expriment. S'ils s'expriment, c'est qu'ils en ressentent le besoin. Et donc, s'il y a un besoin, mais il faut accepter ça, quoi. Voilà. Parce que sinon, on devient quoi? On devient un autocrate. Enfin, moi, j'ai pas vocation à devenir un autocrate, quoi. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. On est quand même une équipe. Là, vous venez voir le maire, mais à côté du maire, il y a quand même une équipe, quoi. Et cette équipe, elle est représentative de nos concitoyens. Il faut qu'elle s'exprime. Ce qui est plus difficile, c'est quand on change de niveau, quand on passe au niveau de l'intercommunalité, de la préfecture, etc. Où là, il y a des prérequis, des réunions qui sont quelque part des passages obligatoires. Vous voyez ce que je veux dire? Et on en sort parfois sans avoir fait avancer le schmilblick, quoi. Hein, voilà, ça c'est plus dur. Est-ce que vous voyez maire longtemps? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais je pense que peut-être oui. Je sais pas. Donc, ça, et franchement, c'est pas à moi de décider. Hein. Enfin, j'espère que je déciderai du moment et de la façon de ma sortie. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est la démocratie. Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas du tout. Je pense en revanche, très honnêtement, je me projette sur un second mandat ou un deuxième, en tout cas. Après, je sais pas du tout. Voilà. Et dernière question, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaite s'engager au niveau local ou en politique dans sa ville?
Moi, je lui conseillerais de commencer par la vie associative. Voilà. La vie associative, c'est déjà quelque part un petit conseil municipal avec ses enjeux, avec ses jeux de pouvoir, avec ce que chacun peut apporter aussi, etc. Vous voyez, cette question de un peu de bénévolat, aussi de manque de reconnaissance de certains, de prise en compte un peu de tout ça. Également, si on est dans une association, par exemple sportive, les objectifs, la nécessité aussi d'avoir des résultats. Je pense que commencer par la vie associative, c'est pas mal. Donner un peu de son temps pour les autres et voir ce qu'on en retient, quel est le retour que l'on a. Voilà, et puis après, écoutez, je vous l'ai dit, il faut être curieux. Il faut s'intéresser à tout. Quand on reçoit le bulletin municipal, il faut le lire. Le matin, il faut lire le journal, il faut écouter la radio, il faut être ouvert sur le monde, quoi. Hein. Voilà. Il faut pas se recroqueviller. C'est la pire des choses. Et moi, j'aime beaucoup mon département, ma commune. C'est la plus belle commune du monde. C'est ce que chaque maire vous dira, j'espère. Je pense. En revanche, quand je vais ailleurs, je m'inspire beaucoup. Voilà. Ça, je me nourris énormément de ce que font les autres. Il n'y a pas de honte à ça. Et je sais que tous les maires, on a un peu tous cette déformation entre guillemets professionnelle. Comment est-ce qu'il faut ailleurs, comment ils ont fait un aménagement public, une place, les bancs, vous voyez, les animations, etc., etc. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup d'observer tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous voudrez dire un dernier mot pour conclure ? Écoutez, ce que je veux dire, c'est que, franchement, ce serait vraiment dommage qu'aux prochaines élections municipales, on ne trouve pas assez de maires pour toutes les communes de France. Voilà. Engagez-vous pour votre commune, engagez-vous pour vos concitoyens. C'est quand même hyper épanouissant. Voilà. On travaille sérieusement, mais on rigole aussi. Il faut le dire. Hein. On se régale. Voilà. Et on y trouve son compte, mine de rien. On y trouve tous notre compte. Donc, allez-y, engagez-vous. Je crois qu'il y a pas de plus bel engagement que celui qui est fait pour autrui. Voilà. Donc, on peut en être fier, quoi. Hein? Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Vie de mère, et ce jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez le partager à vos proches et à vos amis. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Vie de mère tout collé, et sur Twitter, vie-de-mère. Je vous laisse maintenant avec une composition musicale des habitants de Sainte-Marie qui parlent, je crois, mieux que personne de leur mère. Le visage plaisant de notre mère Edmond et le sourire de Jean, toujours aussi fringant. Bientôt député, il sera réputé sans jamais renier ses administrés. Ce paradis sur terre, c'est Sainte-Marie la mère, les pieds dans l'eau, pas loin des bistrots. Un petit muscat chez la Martine, puis un encas ou une tartine. Cette petite chanson, nous l'avons composée avec notre cœur et beaucoup de bonheur. La 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 la, la 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 la.